Si un roi perd son royaume, survivra-t-il ou sera-t-il oublié? Telle était la question silencieuse suspendue au-dessus de la savane, tandis que quelque chose d'ancien et de déchirant se déroulait, invisible aux yeux du monde. Quelque part, au-delà des airs dorés et des rives tonnantes du fleuve, un lion, un roi sans couronne, luttait contre des forces bien plus grandes que lui. Sa crinière dorée, autrefois fière et majestueuse, était trempée, alourdie par les eaux du fleuve. Ses pattes, faites pour régner sur les plaines, étaient maladroites et meurtries alors qu'il trébuchait à travers des terres inconnues. Le fleuve l'avait impitoyablement arraché à son foyer, à sa troupe, aux terres qui résonnaient jadis de son rugissement. À présent, il était un étranger échoué, blessé et invisible aux yeux du monde qui, autrefois, le craignait. Loin de là, dans un petit village endormi aux confins du sauvage, la vie continuait comme elle l'avait toujours fait. Les enfants riaient le long des routes poussiéreuses, les marchands lançaient leurs prix à la volée et les anciens parlaient des pluies et des récoltes. Personne ne savait encore qu'une chose extraordinaire approchait, un fantôme du désert, désespéré et brisé. Le fleuve grondait toujours derrière lui, comme pour se moquer de sa lutte. Le lion, boitant, affamé, avançait par pur instinct, mu par la plus simple et la plus puissante des forces, la volonté de vivre. Chaque souffle qu'il arrachait était une bataille. Chaque pas qu'il accomplissait était une prière. Et tandis qu'il se rapprochait, titubant de la lisière des terres humaines, ni lui ni les villageois ne pouvaient deviner que le destin préparait déjà la scène pour une histoire qui serait racontée pendant des générations. Une histoire de survie, de compassion et d'un lien entre l'homme et la bête qui les changerait tous deux à jamais. Tout commença discrètement, un rugissement lointain, brisé, qui résonna dans la nuit, troublant le sommeil des villageois. Dans cette région paisible, entourée de champs secs et de rivières tranquilles, les lions étaient des souvenirs du passé, non une menace présente. Mais maintenant, quelque chose d'ancien et de sauvage s'éveillait sous les étoiles. Au début, seuls les anciens prêtèrent attention. Ils parlèrent à voix basse de sons étranges près des berges du fleuve et d'ombres trop grandes pour être du bétail ou des chiens errants. Puis les jeunes hommes, curieux mais inquiets, découvrirent d'énormes empreintes de pattes enfoncées dans la boue tendre où les enfants avaient l'habitude de jouer. Certaines traces étaient maculées de sang. La peur se répandit silencieusement. Les mères appelaient leurs enfants à l'intérieur plutôt que d'habitude. Les fermiers affûtaient leurs anciens outils. Les chasseurs inspectaient leurs fusils. Une question muette flottait sur le village. Pourquoi un lion viendrait-il ici? Ce n'était pas un territoire de lions, les grands prédateurs erraient bien plus loin, au-delà de la savane, et ne s'aventuraient jamais dans ces terres cultivées. Les chuchotements envahirent le marché. Les histoires se multiplièrent. Certains disaient qu'il s'agissait d'un esprit de la nature, en colère contre l'empiètement des hommes. D'autres craignaient un lion solitaire, désespéré et dangereux. Mais personne ne comprenait vraiment ce qui approchait ni pourquoi. Un soir, alors que le soleil se noyait derrière les collines, quelques rangers courageux décidèrent d'enquêter. Leurs lanternes balançaient au rythme de leurs pas, projetant de longues ombres sur les rives et les sentiers desséchés. Ils trouvèrent des branches brisées, des touffes de fourrure dorée et l'odeur de quelque chose d'ancien, de blessé et de perdu. Cachés dans les fourrés, une paire d'yeux dorés, épuisés, épièrent les hommes fatigués, creux, mais portant encore la flamme indomptable d'un roi. Les villageois ne le savaient pas encore, mais la nature leur avait envoyé un visiteur, et rien, plus rien dans leur monde ne serait jamais comme avant. Avant même que les villageois n'entendent ces cris, avant que les empreintes n'apparaissent dans la boue, Léo menait déjà une guerre silencieuse contre la mort. Tout avait commencé avec la rivière. Lors d'une saison où les pluies tombèrent plus violemment que tout ce dont les anciens se souvenaient, les berges débordèrent sous le courroux d'un courant monstrueux. Léo, jeune et puissant lion des plaines ouvertes, était venu boire, inconscient de la bête qui était devenue la rivière. En un instant brutal, il fut emporté. Les jours se confondirent avec les nuits. Lorsque Léo parvint enfin à ramper hors des eaux, il ne trouva ni odeur familière, ni repère connu. Rien d'autre que des terres étranges à perte de vue, des vents secs et un soleil impitoyable. Sa troupe avait disparu. Ses frères, sa mère, il ne restait plus d'eux que des échos dans son esprit. La faim le dévorait comme des crocs invisibles. Il errait à travers ces territoires inconnus, mais son corps jadis si puissant s'affaiblissait à chaque chasse-veine. Ses pattes, autrefois rapides et fortes, saignaient contre les sols rocailleux qui n'étaient jamais destinés à fouler. Chaque pas devenait une prière soufflée dans le vent stérile. Un appel pour de la nourriture, pour un refuge, pour un signe que la vie se souvenait encore de lui. La solitude pesait plus lourd que la faim. Les lions ne sont pas faits pour marcher seuls, ils naissent du lien du clan et du sang. Mais Léo, jadis prince de la savane, dérivait désormais tel un fantôme, invisible et oublié, poursuivant des souvenirs lointains dans un monde étranger. Sa crinière dorée,
autrefois symbole de jeunesse et de puissance, pendait en mèche dépenaillée. Ses côtes saillaient sous sa peau. Et pourtant, au fond de lui, l'étincelle d'un roi refusait de s'éteindre. Chaque rugissement qu'il lançait vers les cieux vides n'était pas qu'un appel à l'aide. C'était un acte de défi, une chanson brisée mais inflexible. Je suis encore là. Cela se produisit juste avant le coucher du soleil, lorsque le ciel saigna l'or et le pourpre à travers l'horizon poussiéreux. Les villageois l'aperçurent d'abord comme une ombre brisée boitant à travers l'herbe sèche. Il ne rugissait pas, il ne chargeait pas, il avançait simplement, lentement, lourdement, comme s'il portait sur son dos le poids de 100 tempêtes. Léo, le jeune lion qui autrefois régnait sur les vastes plaines, traînait désormais son corps meurtri vers les abords du village. Son souffle était court, chaque expiration n'était qu'un chuchotement déchiré dans l'air immobile. Sa crinière autrefois fière pendait en tous emmêlés et du sang maculait la poussière autour de sa patte blessée. La station des Rangers, un simple bâtiment de pierre à la frontière du village, se dressait tout près. D'une manière ou d'une autre, par instinct ou par destin, Léo la trouva. Avec les derniers fragments de force vibrant encore dans son corps tremblant, il tituba vers la porte. Son immense silhouette s'effondra au sol, soulevant autour de lui un nuage de poussière, comme un dernier adieu. Ses yeux à demi clos, ternis par l'épuisement, brûlaient pourtant encore d'une étincelle du farouche esprit qui vivait en lui. Un roi sans royaume, un combattant sans champ de bataille. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Hommes, femmes et enfants sortirent de leur maison, le cœur battant entre la peur et l'émerveillement. Ils avaient vu des lions dans des récits, lors de safaris lointains, mais jamais ici, jamais aussi proches, jamais aussi vulnérables. D'abord, personne n'osa s'approcher. Ils restaient figés, déchirés entre la terreur et une pitié profonde et inattendue. Ce n'était pas le monstre de leur cauchemar. C'était une âme perdue, brisée par un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Le village tout entier observait, dans un silence sacré, tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, projetant de longues ombres sur le lion déchu à leur seuil, un symbole vivant à la fois de tragédie et d'une force inimaginable. La nuit était tombée, fraîche et lourde du poids de 1000 questions. Un petit attroupement s'était formé à une distance prudente du lion effondré. Les lanternes vacillaient, projetant des formes fantomatiques sur la terre battue tandis que les villageois murmuraient fébrilement entre eux. La peur s'accrochait à l'air comme une fumée invisible. « Ce n'est pas naturel », murmura un ancien. « Un lion ne vient pas à l'homme, sauf si quelque chose de terrible est arrivé. » D'autres hochèrent la tête, graves. Porteur secours pouvait signifier le danger, un geste mal interprété, et la bête pourrait frapper. La voie la plus sûre, disaient certains, était de le laisser au destin. Parmi les villageois se trouvaient les Rangers, des hommes formés pour protéger, mais aussi instruits à la prudence face à la sauvagerie. Leurs visages, taillés dans la pierre, restaient silencieux, tiraillés entre leur devoir et leur instinct. Eux-mêmes hésitaient. Ce n'était pas un oiseau blessé, ni une antilope égarée. C'était un lion, un prédateur, un souverain des terres sauvages, et désormais une créature fragile, brisée, gisant à leur seuil. Le débat devint plus fort, plus âpre, jusqu'à ce qu'une voix perce le tumulte. David, un jeune ranger dont les yeux mêlaient courage et bienveillance, s'avança. Il n'était pas le plus expérimenté, mais quelque chose, dans la silhouette fracassée du lion, avait réveillé en lui une émotion profonde. « Regardez-le » dit David d'une voix calme mais ferme. « Ce n'est pas une menace. Il demande de l'aide, à sa manière. » Le silence se propagea dans la foule. Même les anciens se turent, fixant à nouveau le roi brisé qui, malgré son agonie, n'avait fait de mal à personne. David s'agenouilla, posant son fusil à terre, un geste de confiance. Lentement, avec des mouvements mesurés, il s'approcha de Léo. Le lion ne grogna pas, ne montra pas ses crocs. Il le regarda simplement, son poitrail soulevant péniblement la poussière à chaque respiration, comme s'il osait encore espérer une forme de miséricorde. En cet instant, le village changea. La peur céda la place à quelque chose de plus puissant, la compassion. Une fois le premier pas franchi, une fois que les mains de David eurent touché la terre près de Léo sans provoquer de réaction hostile, le village passa de la peur à l'action. Le lion n'était plus un monstre tout droit sorti des cauchemars. Il était une âme suspendue à un fil de vie, et ne pouvait rester là, les bras croisés, à le regarder disparaître. Sous la pâle lumière des étoiles, les plans prirent forme rapidement. David, désormais à la tête de l'effort, coordonna les actions avec les Rangers les plus expérimentés. Il leur faudrait une cage assez solide pour contenir un lion, mais assez douce pour ne pas aggraver ses blessures. Il leur faudrait de la nourriture, non pas jetée avec crainte, mais offerte avec respect. Il leur faudrait aussi des soins médicaux, s'ils parvenaient à les obtenir à temps. Les villageois,
jadis effrayés, apportèrent désormais des offrandes. De la viande fraîche fut déposée près de lui, de l'eau placée dans un bassin peu profond. Les femmes murmuraient des prières à voix basse. Les enfants, les yeux écarquillés, observaient depuis derrière les jupes de leur mère, fascinés par cette bête majestueuse qui, autrefois souveraine des plaines, gisait désormais sans défense devant eux. David travailla toute la nuit, refusant de fermer l'œil. Chaque fois qu'il regardait Léo, il ne voyait pas seulement un lion, il voyait un combattant, un roi sans trône, s'accrochant à sa dignité même dans la souffrance. Lorsque l'appel d'urgence à l'autorité de la faune fut passé, la voix de David se brisa sous l'émotion. Ce n'est pas un lion ordinaire. Il est spécial. Je vous en supplie, faites vite. Et Léo, de son côté, semblait comprendre. Bien qu'il soulevât à peine la tête, bien que la douleur lacérât son corps, jamais il ne grogna ni ne montra les crocs à ceux qui tentaient de l'aider. C'était comme si un pacte ancien avait été scellé entre la sauvagerie et le cœur humain. Une course contre la montre venait de commencer, et nul ne savait si le lion verrait un nouveau lever de soleil. L'aube se leva, froide et incertaine. La respiration de Léo était devenue plus saccadée, sa lave poitrine tremblait à chaque inspiration. Les villageois et les rangers observaient, impuissants, comptant chaque battement fragile, tandis que les minutes s'étiraient en heures. L'autorité de la faune finit par répondre, de l'aide arrivait. Un hélicoptère allait venir, disait-il. Des spécialistes allaient le soigner. Mais chaque seconde pesait sur le cœur de David comme une pierre. David s'agenouilla à nouveau près de Léo, murmurant doucement. « Tiens bon, frère, encore un peu. » Sa main effleura doucement la patte de Léo, cette même patte repliée contre la poitrine du lion, blessée mais toujours puissante. Les villageois s'étaient rassemblés sur les toits et le long des sentiers poussiéreux, les yeux tournés vers le ciel. Les enfants serraient les mains de leurs parents. Les anciens murmuraient des récits sur les grands esprits lions qui parcouraient autrefois ces terres. C'était comme si une légende ancestrale prenait vie sous leurs yeux. Puis, enfin, le vrombissement lointain des pales fendit le silence. Les têtes se levèrent d'un seul mouvement. L'hélicoptère descendit au ras des plaines, tel un fil de vie tombé du ciel. Les rangers s'activèrent rapidement, tels les membres d'un même corps. Léo fut doucement anesthésié et, pendant un instant suspendu, tous craignaient de le voir s'éteindre. Mais, alors que ses paupières se fermaient, un souffle lent et régulier s'échappa de lui. Il se battait encore. Ils l'installèrent dans la cage de transport spécial avec la révérence que l'on réserve à un roi tombé. Chaque geste était mesuré, chaque contact empreint de respect. Lorsque l'hélicoptère s'éleva, emportant Léo vers l'horizon, le village demeura silencieux. Une prière monta dans tous les cœurs, une supplique muette et désespérée pour que le lion survive. Et, au-dessus de la savane, un lion brisé s'éleva vers l'espoir. Le voyage à travers les cieux fut tendu. Bien que sous sédation, Léo remua une ou deux fois, un grondement sourd vibrant dans sa gorge, un rêve, peut-être, ou un lointain souvenir de liberté. Même alors, les rangers lui murmuraient des paroles apaisantes que le vacarme des pales emportait dans le vent. En dessous, la terre se déroulait comme une carte fanée lit de rivières asséchées, herbes brûlées par le soleil, arbres épars, le royaume dont Léo avait été arraché. À présent, il l'appelait de nouveau. Lorsque l'hélicoptère toucha le sol, l'équipe au sol se déploya rapidement, consciente de l'urgence. Ils ouvrirent lentement la cage de transport, prenant garde de ne pas l'effrayer. Pendant un long moment suspendu, rien ne se produisit. Puis Léo bougea, d'abord un frémissement d'oreille. Puis, lentement, douloureusement, il se redressa sur ses quatre pattes. Son corps semblait plus maigre désormais, marqué par les épreuves, mais le feu en lui ne s'était pas éteint. Il fit un pas hors de la cage, ses narines frémissant alors qu'il inspirait l'air de sa terre natale. La lumière dorée du soir baignait sa fourrure, faisant de lui une statue vivante de force et de survie. Un instant, il resta parfaitement immobile, la tête haute, balayant l'horizon de regard comme s'il cherchait des senteurs familières, de vieux chants portés par le vent. Puis, avec un rugissement profond et vibrant, non pas de colère, mais de retour, Léo s'élança, disparaissant dans la nature d'une foulée puissante. Les rangers et l'équipe restèrent là, certains avec les larmes aux yeux. Ils savaient qu'ils n'avaient pas simplement sauvé une vie, ils avaient restauré un esprit, rendu un roi à son trône. Alors que le soleil s'éteignait derrière les collines, peignant le ciel de feu et d'or, un sentiment d'émerveillement emplit les cœurs de tous ceux qui avaient été témoins de ce miracle. La nature avait retrouvé son fils. Des mois passèrent, et le souvenir du retour de Léo devint une légende chuchotée parmi les villageois. Certains juraient entendre encore, la nuit, ces rugissements résonnaient à travers les collines, non comme une menace, mais comme un chant de gratitude. Puis, la tragédie frappa. Une terrible sécheresse s'abattit sur la terre.
Les rivières se réduisirent à des crevasses, les arbres se flétrirent et même les animaux les plus robustes s'affaiblirent. La désespérance poussa les troupeaux d'éléphants, autrefois paisibles, à prendre d'assaut le village en quête d'eau. Le sol trembla sous leur marche, les murs s'effondrèrent et la panique se répandit comme un feu de brousse parmi les habitants. Dans le chaos, personne ne remarqua la silhouette tapie à la lisière des arbres. Une ombre aux yeux d'or, observant. C'était Léo. Il surgit des confins sauvages comme un esprit des anciens temps, plus grand, plus fort, plus majestueux que jamais. Sans hésiter, il fonça droit sur les éléphants en furie, ses rugissements fendant l'air sec et brûlant comme le tonnerre. Les villageois restèrent figés, ébahis, regardant le lion puissant s'interposer entre leur village sans défense et les bêtes affolées. Léo n'attaqua pas à l'aveugle. Il jouait ça de stratégie, grondant, bondissant, forçant les éléphants à se détourner vers les plaines ouvertes, là où une source d'eau cachée offrait encore une chance de survie. À l'aube, le village, meurtri mais debout, s'accrocha à la vie. Et Léo, épuisé mais triomphant, se dressa sur une colline basse, sa crinière capturant les premiers rayons du soleil. Il contempla une dernière fois le village. Dans son regard, il n'y avait ni colère, ni défi, mais quelque chose de plus profond, de plus éternel. Un lien gravé non par des mots, mais par la survie, la bonté et une sauvagerie partagées. Dans un dernier rugissement puissant, Léo tourna le dos et disparut à nouveau dans la nature. Et bien qu'il fût parti, les villageois le savaient. Leur protecteur serait toujours là, invisible, mais inoubliable. Dans les jours qui suivirent, le village se reconstruisit lentement. Leur vie a jamais changé, non seulement par la survie, mais par le souvenir du lion qui les avait sauvés. Les enfants jouaient à nouveau dans les champs, mais chaque fois que le vent murmurait à travers les arbres, ils s'arrêtaient, écoutant, comme s'ils s'attendaient à entendre l'écho du puissant rugissement de Léo. Les Rangers, menés par David, se rassemblèrent près de l'ancienne station de Rangers, là où Léo s'était effondré tant de mois auparavant. Là, sous le plus grand arbre, ils sculptèrent une pierre, un monument simple. On pouvait y lire ces mots. Il était perdu, mais il a choisi de protéger. Léo, roi des deux mondes. L'histoire de Léo se répandit bien au-delà de leur petit village. Des gens des villages voisins, et même des villes lointaines, vinrent entendre le récit, non pas d'une bête à craindre, mais d'une âme prouvant que la loyauté, le courage et la gratitude pouvaient exister même dans le cœur le plus sauvage. Et à mesure que les saisons changeaient, que de nouvelles pluies bénissaient la terre asséchée, les villageois plantèrent des arbres autour du monument de Léo. Ils appelaient cet endroit le bosquet du gardien, un souvenir vivant du lion qui avait traversé d'incroyables distances, non seulement à travers les terres, mais aussi à travers l'abîme entre les hommes et le sauvage. David s'asseyait souvent sous cet ancien arbre, le regard tourné vers l'horizon. Il souriait doucement, imaginant Léo encore là-bas quelque part, gardien silencieux, veillant sur la terre qu'il aimait. Car certains liens, une fois forgés par la bonté et le courage, ne pouvaient jamais être brisés. Et dans chaque lever de soleil peignant la savane d'or, l'esprit de Léo vivait encore, farouche, libre et inoubliable. Même après que Léo ait disparu dans la vaste nature sauvage, sa présence persistait comme un esprit flottant au-dessus du village. Lorsque le soleil se couchait derrière l'horizon, que les cieux brûlaient d'orange et que les vents portaient les senteurs de la terre et de la rivière, les villageois s'arrêtaient parfois dans leur tâche du soir. Là, loin au-delà des collines, à travers les plaines dorées, un rugissement profond et entend résonnait à travers le crépuscule. Il n'était pas proche, jamais assez proche pour inspirer la peur, mais il était là, une chanson lointaine cousue dans le tissu de la terre. Les vieux hommes baissaient la tête respectueusement. Les mères faisaient taire leurs enfants pour les faire écouter, et même les plus sceptiques ressentaient une étrange chaleur envahir leur poitrine. C'était comme si Léo, le roi sans couronne, envoyait un message. « Je suis toujours là. Vous n'êtes pas oubliés. » Pour beaucoup, c'était rien de moins qu'une bénédiction, un signe sacré que le village avait été marqué par quelque chose d'extraordinaire, un lien entre l'homme et la bête, scellé par la compassion et le courage. Les jeunes grandissaient avec la légende de Léo murmurée à leurs oreilles autour des feux crépitants comment un lion, abandonné par la nature, avait trouvé une famille parmi les hommes, et comment il leur avait rendu leur bonté au centuple. Et chaque fois que le rugissement roulait à travers la savane, il ravivait la mémoire, fraîche et ardente, dans chaque cœur qui avait un jour nourri, soigné ou simplement prié pour le lion perdu. Le village n'était plus simplement un point sur la carte. Il était devenu une partie du royaume sans fin de Léo, un petit morceau de nature sauvage où l'humanité et la nature s'étaient un jour tenus côte à côte, non pas comme des ennemis, mais comme des proches. Dans les mois qui suivirent le départ de Léo, le village connut une transformation silencieuse. La frontière autrefois nette entre la communauté humaine et la nature sauvage commença à se flouter, non pas par empiètement, mais par la compréhension. Les villageois, inspirés par leur rencontre avec Léo,
commencèrent à voir la nature environnante non pas comme une menace, mais comme une maison partagée. Les enfants, qui autrefois redoutaient la forêt, s'aventuraient maintenant sur ses bords avec curiosité, guidés par les anciens qui leur enseignaient à écouter le bruissement des feuilles, les chants des oiseaux et les rugissements lointains qui résonnaient au crépuscule. Ce sont devinrent une partie de leur rythme quotidien, un rappel de la vie qui prospérait au-delà de leurs champs. Les fermiers ajustèrent leurs pratiques, réservant des portions de leur récolte pour les animaux, créant des zones tampons où la faune pouvait paître sans conflit. Les Rangers, dirigés par David, lancèrent des programmes communautaires pour éduquer à la coexistence, insistant sur le respect et l'importance de chaque créature dans l'écosystème. Le village devint un modèle d'harmonie où les histoires de Léo n'étaient pas seulement racontées comme des récits du passé, mais comme des leçons pour l'avenir. Son héritage vivait dans chaque acte de bonté envers la nature, dans chaque effort pour vivre aux côtés de la nature plutôt qu'à l'écart d'elle. Ce lien nouveau n'était pas né d'une obligation, mais d'un choix, une décision collective d'honorer le don que Léo leur avait offert. La réalisation que la véritable force réside dans la compassion et que même les cœurs les plus sauvages peuvent nous apprendre à être plus humains. Au fil des saisons, la mémoire de Léo ne s'est pas estompée. Elle s'est approfondie, tissée dans l'âme même de la terre. Au sommet de la colline qui surplombait le village, près du grand fleuve où Léo était arrivé un jour, les villageois ont installé une pierre gravée. Il n'y avait ni grande statue, ni image enchaînée d'un lion, seulement des mots simples gravés dans la roche usée par le temps. Il était perdu. Nous l'avons trouvé. Il nous a sauvés. La nature se souvient. Chaque année, le jour où Léo était apparu pour la première fois, le village se réunissait autour de la pierre. Ils allumaient de petits feux, racontaient des histoires et remerciaient la nature pour ses gardiens silencieux et invisibles. Les enfants qui n'avaient entendu que des légendes prononçaient désormais le nom de Léo avec révérence, leurs jeunes visages illuminés par la lumière du feu. David, désormais plus vieux et plus lent, s'asseyait souvent près de la pierre le soir, les yeux tournés vers la savane lointaine. Il savait que le lion ne reviendrait peut-être jamais, que Léo était retourné à une vie au-delà de la portée des humains. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il ressentait que l'esprit de Léo errait encore près de là, observant, protégeant, leur rappelant le fil fragile qui unit toute la vie. Au final, Léo était plus qu'un lion. Il était un pont entre deux mondes, un témoignage vivant que même dans un monde durci par la survie, il y a de la place pour la confiance, pour la loyauté, pour la grâce. Ainsi, la nature ne l'a pas oublié, et les cœurs de ceux qui l'a touché non plus. Parce que parfois, même les rois sans couronne, même les lions sans meute, peuvent laisser derrière eux un héritage plus fort que n'importe quel rugissement, un héritage écrit non pas dans le pouvoir, mais dans la bonté. L'histoire de Léo nous montre que même dans les endroits les plus sauvages, la gentillesse peut tisser des liens indestructibles. Si le parcours de Léo a touché votre cœur, aidez-nous à diffuser son héritage en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour plus d'histoires vraies où la nature et l'humanité se rencontrent de manière extraordinaire. Herbalion, protégez la nature. Souvenez-vous de Léo et faites partie du changement.